Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 23h dans l'actualité ce soir. 95 personnalités ont été décorées par la grande chancelière de l'Ordre national. 52 ont été élevées dans l'Ordre national et 43 dans le mérite ivoirien. Ce sont des fonctionnaires, des acteurs du secteur privé et des artistes. L'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire suspendent leur décision visant à augmenter les tarifs des soins. L'annonce a été faite hier à la suite d'une séance de travail au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au Mali, à la veille de la fin de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle, deux candidats, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, ne donnent pas de consigne de vote. Ils ont expliqué laisser leurs supporters voter pour qui ils veulent. Bienvenue pour cette édition. Je vous donne tout d'abord lecture de la déclaration de la Commission de l'Union africaine à la suite du discours du président de la République Alassane Ouattara prononcé à la veille de la fête de l'indépendance. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a suivi avec intérêt l'allocution prononcée par le président Alassane Ouattara à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il note avec satisfaction les mesures courageuses qu'il a annoncées. Celles-ci contribueront grandement à la consolidation des acquis remarquables obtenus par la Côte d'Ivoire depuis la fin de crise post-électorale d'octobre 2010. Il s'agit là d'un témoignage supplémentaire de l'attachement du président Ouattara à l'approfondissement de la démocratie dans son pays, mais aussi du respect que la Côte d'Ivoire voue aux institutions de l'Union africaine. Le président de la Commission exhorte les différents acteurs ivoiriens à faire le geste fort posé par le président Ouattara pour œuvrer au renforcement de l'unité de leur pays et surmonter définitivement les séquelles de la grave crise post-électorale de 2010. Le siège de la grande chancellerie à Cocody a abrité une cérémonie de distinction. 95 personnalités ont été décorées à l'occasion de la fête nationale. 52 ont été élevées dans l'ordre national et 43 dans le mérite ivoirien. Ce sont des hommes et des femmes, fonctionnaires, acteurs du secteur privé et artistes, dont la star du reggae Kone Seydou, plus connue sous le nom Alpha Blondy. Olivier Iriebi, Herman Guivi. Elles sont au nombre de 95, ces personnalités dont le mérite vient d'être reconnu par l'État. Parmi elles, 52 distinctions dans l'ordre national, dont 4 commandeurs, 39 officiers et 9 chevaliers. 43 autres élevés dans l'ordre du mérite ivoirien, ces serviteurs de l'État et opérateurs du privé, acteurs de la société civile, ont été encouragés par la grande chancelière pour leur contribution au progrès économique et social de la Côte d'Ivoire. En plus de leurs médailles, des plants d'arbres leur ont été remis pour la lutte collective contre le réchauffement climatique. C'est vous, serviteurs de l'État et opérateurs du secteur privé. En souvenir de la médaille qui vous sera décernée aujourd'hui, et avec elle, je vous ai apporté non pas des fleurs, mais un plant d'arbre. Je voudrais vous inviter chacun à planter un arbre. Lors de cette cérémonie de distinction, la grande chancelière a félicité le président de la République pour son message adressé à la nation à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour elle, l'ordonnance d'amnistie dont bénéficient 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale de 2010-2011 témoigne de la ferme volonté du chef de l'État de rassembler les Ivoiriens autour de la mère patrie. Ajouté à son bilan déjà impressionnant, le discours du 6 août 2018 confirme les qualités de leader du président Alassane Ouattara et son souci de travailler pour une Côte d'Ivoire unie, apaisée et respectée. Cet engagement pour la réconciliation et la paix prôné par le président Alassane Ouattara est salué par la star du reggae, Alpha Blondy, fait commandeur de l'ordre national à l'occasion. Quand je vois le geste divin que le grand frère Alassane Ouattara vient de poser, il y a une petite larme qui m'a trahi là. Parce que tous les Ivoiriens voulaient ça. Et le président qui est à l'écoute des Ivoiriens, il l'a fait. Et ça, c'est grand. Les bénéficiaires ont promis de redoubler d'ardeur au travail afin de se montrer dignes de leur médaille.
J'avoue que c'est un sentiment de grosse satisfaction qui m'habite actuellement. J'associe bien naturellement tous les employés de l'office. J'en suis le premier directeur général, donc il l'a mis en route. Mais personne ne peut avoir des résultats sans une équipe. Donc naturellement, mes premières pensées vont à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette distinction cet après-midi imprime en moi un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu et un sentiment de reconnaissance envers ma hiérarchie qui m'a proposé pour cette distinction pour me témoigner leur satisfaction par rapport aux missions, à l'accomplissement des missions qu'ils m'ont confiées. Je voudrais prendre cette décoration, cette distinction, à la fois comme un encouragement, mais aussi un appel au devoir, un appel à mieux faire, un appel pour beaucoup plus d'efforts dans le travail qui nous a assigné. Aujourd'hui, nous sommes décorés par Madame la grande chancelière. Je crois que c'est la reconnaissance du mérite de la nation au plus haut niveau et nous en sommes très fiers. C'est pour moi une grande responsabilité que d'avoir reçu cette distinction de la nation aujourd'hui. Cette cérémonie de décoration est la deuxième inscrite dans l'agenda ordinaire de la grande chancelière ivoirienne. Elle intervient après celle du Nouvel An. Parlons politique à présent avec cette cérémonie hommage au président de la République tenue par les militants RHDP d'Abobo. Une rencontre pour dire merci au chef de l'État pour ses actions en faveur de leur commune. Elle a enregistré la présence du vice-président du RDR chargé des communes d'Adjamé et d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. Abobo PK18 magnifie le chef de l'État Alassane Ouattara pour ses œuvres de développement de la Côte d'Ivoire en général et de la commune d'Abobo en particulier. Une mobilisation des militants du RHDP, initiative du Forum des leaders unis, en présence du vice-président du RDR chargé des communes d'Adjamé et d'Abobo pour sonner le rassemblement autour du président de la République. Par ailleurs, ces militants ont apprécié et salué la présence d'Ahmed Bakayoko à leur côté. En retour, le vice-président du RDR, Ahmed Bakayoko, se félicitant de la grande mobilisation, a invité les militants du RHDP à l'unité et à la cohésion dans la commune d'Abobo. Il s'engage aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, à contribuer au développement de la commune d'Abobo. Le Forum des leaders unis entend multiplier ce genre de rassemblement pour appeler à l'union autour du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, était dans les locaux de l'Office national de l'eau potable. Une visite pour échanger avec les responsables, mais surtout pour s'imprégner des réalités et des conditions de travail. Franck Wadiou. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en visite dans les locaux de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Le ministre n'y est pas un territoire inconnu. Cadre du secteur de l'eau, il a connaissance des défis à relever. Il est bon que je visite la structure centrale, n'est-ce pas, du ministère, qui a la responsabilité de faire le suivi, qui fait le contrôle et l'évaluation. Aujourd'hui, de plus en plus, la Côte d'Ivoire est obligée de se tourner vers de l'eau de surface. Mais donner de l'eau potable aux populations à partir de l'eau de surface coûte cher parce que si on ne fait pas beaucoup attention, on peut contaminer facilement la population. Assurer l'accès à l'eau potable sur tout le territoire, la mission de l'ONEP, le taux d'accès en zone urbaine est de 70% et de 60% en milieu rural pour plus de 700 milliards d'investissements. En dépit des efforts de l'État, la couverture en eau potable en Côte d'Ivoire n'est pas optimale. Démographie galopante, orpaillage, des freins relevés. Aujourd'hui, l'orpaillage est un problème puisque l'orpaillage se fait dans les rivières et les déchets que ceux qui exploitent l'or rejettent dans l'eau. Nous qui utilisons cette eau pour donner de l'eau potable aux populations, nous devons prendre des dispositions draconiennes pour rassurer que l'eau que nous allons distribuer demeure potable. Donc nous sommes obligés, au travers de notre laboratoire, d'être stricts sur la potabilité de l'eau. Laurent Tchagba a aussi visité le laboratoire d'analyse et de contrôle qualité de l'eau de l'ONEP. L'ONEP, qui, rappelons-le, a été créé en 1997.
Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, s'est pour sa part rendu ce jeudi à Fraternité Matin. La veille, il avait visité la radiodiffusion télévision ivoirienne. Laurent Sacho, Issaïou. Après la radio-télévision ivoirienne, RTI, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, s'est rendu à Fraternité Matin. Cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact avec les différentes structures sous tutelle. Une occasion saisie par le directeur général de Fraternité Matin pour exposer les difficultés auxquelles est confronté le groupe de presse des services publics. Nous avons pu échanger longuement sur les différents problèmes de Fraternité Matin, sur l'avenir de Fraternité Matin, sur nos projets. Le ministre nous a rassurés par rapport à son engagement derrière nous, à faire en sorte que nos projets aboutissent et nous assurer du soutien de l'État. À l'ère du numérique, la redynamisation du secteur de la presse écrite reste une priorité pour la tutelle. La Côte d'Ivoire a une histoire, celle de Fraternité Matin depuis 1964. Et nous avons vu toute cette base qu'il nous faut s'être structurée, mais aussi préservée. Et nous avons eu des échanges approfondis avec le comité de direction sur le sujet, en termes d'opportunités qui existent déjà en bilatéral avec d'autres pays. Mais nous allons creuser davantage pour pouvoir apporter une réponse définitive à la question de la préservation des archives au national, au niveau ici de Fraternité Matin, dès l'année prochaine, ou plus tard, je l'espère, sinon cette année 2018. Après les deux médias des services publics, le ministre Sidi Tiemoko Touré a promis faire le tour des autres organes de presse. Je vous lis maintenant le communiqué de l'Autorité nationale de la presse ANP. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, lors de son message à la nation, a annoncé l'élargissement de 800 citoyens ivoiriens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après la date de sa prestation de serment. L'ANP voudrait donc inviter les professionnels de la presse écrite et numérique à saisir cette opportunité pour désarmer leurs plumes afin de contribuer significativement à la consolidation de la paix. L'ANP encourage les journalistes à faire par leur production preuve de responsabilité professionnelle dans le traitement de l'information et à prendre toute leur part dans le renforcement de la cohésion sociale. Bonne nouvelle du côté de la santé, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire suspendent leurs décisions liées à l'augmentation des tarifs des soins. Décision prise à l'issue d'une séance de travail au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ami Sissoko. La décision unilatérale d'augmentation des tarifs des actes médicaux dans les cliniques privées vient d'être suspendue par les acteurs mêmes de cette décision. Les organisations professionnelles que sont l'ACPCI et le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, ont décidé de surseoir à l'application effective de la décision des nouveaux barèmes. Le 1er juillet dernier, l'ACPCI et le SINAMEPSI décident conjointement d'augmenter les tarifs des actes médicaux dans toutes les cliniques sur toute l'étendue du territoire. Une décision émanant de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en janvier dernier. Cette mesure entérinée par le Conseil de l'ordre des médecins fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mon fils avait mal à l'oreille. Je suis venue ici croyant qu'avec les 100%, même si je n'ai pas d'argent, je pouvais quand même faire la consultation. J'arrive, la dame me dit que non, que c'est maintenant, c'est passé à 11 000. Ce n'est plus 100%. Elle me dit non, que vous devez payer 11 000. Je n'ai pas pu soigner mon enfant. Je n'ai pas pu faire la consultation parce que je ne m'y attendais pas. À l'avenir, on aimerait bien que les assurances prennent la peine de contacter les clients ou les parents pour prévenir que voilà, les taux, les prix montent. Ça peut être un peu paralysant si on n'est pas sorti avec assez d'argent. L'association des cliniques privées n'a pas pris la peine de nous approcher, nous les mutualistes. Nous n'avons pas eu l'information. En fait, c'est à la date d'application de la mise en œuvre de la mesure que nos mutualistes se sont vus confrontés à ces nouvelles tarifications-là, sans qu'au préalable, nous, on ait été informés. La mutualité ivoirienne n'a pas été associée, encore moins informée. Et nous leur avons signifié notre désapprobation à cette méthode peu participative, peu inclusive, alors que nous sommes en partenariat.
Les raisons de cette décision de revalorisation tarifaire selon l'ACPCI et le SINAMEPSI sont entre autres l'amélioration du plateau technique pour des soins de qualité, le coût élevé des intrants, la concurrence déloyale des cliniques illégales et l'insolvabilité des assurances ou mutuelles. En fait, il ne s'agit pas d'une augmentation. Il s'agit simplement de mettre en exécution les tarifs que nous avons décidés d'un commun accord depuis 1998. Ce n'est pas une augmentation parce que ces tarifs sont connus de tous. Ce dont on parle ici, c'est des honoraires des médecins. Depuis 20 ans, voici un corps de métier pour lequel on dit, voici l'honoraire qu'on doit te payer. Il ne peut pas avoir accès à cet honoraire-là, tout simplement parce que le payeur dit, je ne peux pas te payer. C'est très difficile. L'application de cette mesure ne se fait pas sans difficulté. Il y a quand même eu un petit manque de communication venant, je pense personnellement, des deux parties, d'une certaine manière, surtout des assureurs qui peut-être ne voulaient pas effectivement utiliser les nouveaux barèmes que nous avons en place. Et nous, de notre côté, on se retrouve avec certains patients n'ayant pas l'information, un peu frustrés de le découvrir le jour de la consultation ou de l'acte qui doit être fait dans notre établissement. Je pense qu'on aurait pu faire un meilleur travail, entre guillemets, de communication. Parce que vous savez que les consultations, il y a 50% qui va au médecin et il y a 50% qui va à la clinique. Donc, bien sûr, si au lieu de, si au lieu de 10 000, vous payez 15 000, donc au lieu d'avoir 5 000, le médecin aura 7 500. Donc, sur chaque consultation, il a 2 500 francs de plus. C'est pour le bien du médecin aussi. Les coûts des prestations sont passés du simple au double en fonction du type d'assurance maladie, des jours et heures de consultation. L'exemple avec les consultations du généraliste qui était à 12 000 francs passe à 15 000 francs, voire 20 000 francs. Celle du spécialiste de 14 000 francs oscille entre 17 500 et 25 000 francs. Des frais additionnels à la charge des bénéficiaires. Habituellement, on payait 2 400 francs pour la consultation avec mon assurance. Mais maintenant, je paye 4 400. En cours d'exercice, l'augmentation des tarifs nous oblige à faire supporter le surcoût aux mutualistes. Nous sommes engagés à travers une cotisation à payer un niveau de prestation selon les tarifs bien définis. Et en cours d'année, lorsque ces tarifs évoluent, nous avons l'obligation de rester à notre niveau et de faire supporter le surcoût aux mutualistes. Au niveau des assurances maladie, les contrats pris sont annuels, alors que les nouvelles tarifications entrent en vigueur le 1er juillet 2018. La décision remet en cause donc les accords en vigueur. Nous leur avons dit au demeurant qu'il sied de pouvoir suspendre jusqu'au moins au 1er janvier 2019 qui nous permettait d'écouler conformément à nos conventions, à nos polices, nos actes et nos engagements vis-à-vis de nos adhérents. Dans le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire conjointe de l'ACPCI et du SINAMEPSI, tenu en janvier dernier, il est mentionné pour application en 2019. Ce qui amène l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à suspendre cette mesure par communiqué. À la suite de l'annulation de la décision de revalorisation des barèmes tarifaires des actes médicaux, une séance de travail a eu lieu jeudi 9 août avec tous les acteurs au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle s'est soldée par la suspension de toute augmentation de tarifs des actes médicaux au grand bonheur des mutualistes et assureurs. Une autre rencontre est prévue dans les prochains jours avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle permettra de continuer les discussions en vue d'une solution définitive. La Côte d'Ivoire indépendante a été célébrée le 7 août dernier. Les festivités marquant ce 58e anniversaire ont également eu lieu à l'intérieur du pays. Nos reporters reviennent sur les temps forts de cette commémoration. C'est dans le village de Gounfla que se sont déroulées les festivités de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse aux populations, le sous-préfet Dja Dako Albert a exhorté les filles, fils des cadres de Goïtafla, à travailler main dans la main pour le développement et le progrès de cette localité. Les populations se sont délectées du défilé auquel ont pris part toutes les couches socio-professionnelles de la population.
Depuis maintenant 3 années, Konko Alphonse, le sous-préfet de Koni, a décidé de faire de la fête nationale une célébration tournante pour permettre au village de cette sous-préfecture de s'associer pleinement aux festivités. L'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante. La fête a été célébrée à Kasumbarga et Denebolo, 2 villages du Milé. Une célébration placée sous le signe de la réconciliation et du développement. Konko Alphonse a dans son message retracé la bonne marche de la nation ivoirienne. Les festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se sont déroulées sur la place du dispensaire de Molonoubli. Le sous-préfet Ouloboté Nyolo Aimé, dans son adresse, a professé sa foi à un avenir radieux de la Côte d'Ivoire. Au plan local, il s'est réjoui de la réduction des inégalités sociales avant d'appeler ses administrés à l'union en vue de bénéficier de projets structurants de la région du Bélier. Le sous-préfet n'a pas omis de pourfendre l'incivisme grandissant dans sa localité. C'est dans l'Alliance populaire que Meko, département de Kwasi-Kwasiko, dans la région d'Inizi, a accueilli la célébration de la fête du 7 août 2018. Collant à l'actualité, le sous-préfet Zoukouri Liali Faustin a salué les actions du chef de l'État en faveur de la paix et de la réconciliation, lesquelles viennent se matérialiser par la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale. Le sous-préfet a en outre invité les populations à l'entente et à la solidarité pour le développement des Mékro. Célébration des 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Kasserébé, sous-préfecture de Timé. À l'occasion, les populations de la localité sont sorties massivement pour marquer leur appartenance à un pays souverain. Le sous-préfet de la localité a souligné les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pays hébergeant. Il a également invité les populations de Kasserébé à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de développement. La sous-préfecture de Sikolo, dans le département de Kong, n'est pas restée en marge de la célébration. Son sous-préfet, Oba Oli Raymond Auguste, a honoré le drapeau ivoirien avant de s'adresser à ses administrés. L'union des cadres, l'engagement des populations sont déterminants pour l'essor de cette jeune sous-préfecture qui progressivement avance. Le sous-préfet Oba Oli Raymond Auguste a invité sa population à contribuer également au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Un mot de religion. Après 8 jours passés à Médine, les pèlerins du contingent étatique sont arrivés à la Mecque pour d'autres rituels. Une fois sur les lieux, ils ont effectué le tawaf, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Moussa Konati. Fini le séjour de Médine. Après 8 jours passés dans cette ville, les pèlerins ivoiriens se rendent à la Mecque pour d'autres actions dans le cadre du Hajj. Pour ce déplacement, un accoutrement spécial, le port de l'Iram. Quand tu regardes le pèlerin, il est comme un corps qui est habillé dans des étoffes. Et donc quand le pèlerin prend ça, c'est le signe de l'humilité, c'est le signe de la soumission à Allah, pour dire que toi tu es infiniment petit et Dieu est infiniment grand. Et donc c'est dans cela que tu prononces à Dieu pour dire, Seigneur, je réponds à ton appel. Voilà ma situation en tant que créature et toi en tant que créateur. C'est également dans cette tenue que le pèlerin formule l'intention pour l'accomplissement du petit pèlerinage, la Umrah. Cette intention se prend à un endroit précis qui a été désigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Al-Miqat, qui est où Zul Hulayfa. Et de là-bas maintenant, on rentre dans la sacralisation, on rentre dans le déroulement du petit pèlerinage. Et donc on commence à réciter ce qu'on appelle la talbiya. La talbiya, c'est la formule qui soumet le pèlerin à Dieu, qui permet au pèlerin de renouveler son engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après plus de 400 km parcourus, les pèlerins ivoiriens arrivent dans la ville de la Mecque. Un temps de repos est observé jusqu'à 22 h, heure de rassemblement, pour aller effectuer le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours autour de la Kaaba. La forme du Hajj que nous avons adoptée pour la Côte d'Ivoire, c'est Atamato.
c'est-à-dire faire la Umrah, nous débarrasser de nos tenues du culte et ensuite nous vivons un certain moment et nous attendons le pèlerinage. Et la Umrah consiste à aller faire la tawaf, marcher entre Safa et Marwa, faire son rasage et puis se débarrasser, Inch'Allah, de ses tenues de culte. Les pèlerins réunis, direction la grande mosquée. Avant leur entrée dans le lieu saint, des consignes sont données. Nous avons constaté que beaucoup de gens sont distraits par le cellulaire, alors que la tawaf, c'est un culte. Il faut se concentrer en prière, il faut faire la tournée. Le geste qu'on fait à cause de Dieu, nous le faisons pour implorer Dieu. Et si on est distrait en train de filmer le tawaf et tout ça, je me dis que quelqu'un est dans la mosquée en train de faire sa prière et puis il veut se filmer lui-même. Et alors nous voudrons déconseiller cela. Au cours du tawaf, le pèlerin doit être concentré et consacré pour la prière. Le tawaf, ou les 7 tours autour de la Kaaba, constitue une étape importante de la présence des pèlerins dans la ville sainte de la Mecque. Les candidats arrivés 3e et 4e au premier tour de la présidentielle au Mali ont refusé de donner des consignes de vote pour le second tour. L'homme d'affaires Aliou Diallo, crédité de 8,03% des suffrages le 29 juillet dernier, et l'ancien premier ministre de transition Cheikh Modibo Diarra, crédité lui de 7,39%, ont préféré laisser leurs supporters libres de leur choix. Sidonie Davila. Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra refusent de donner des consignes de vote pour le doublé gagnant. Arrivé en 3e position au premier tour de la présidentielle, avec 8,03% des voix, le candidat de l'Alliance démocratique pour la paix se félicite de sa première expérience dans l'aventure électorale. Même s'il n'accepte pas les résultats, il laisse le choix à ses militants de s'exprimer librement le 12 août prochain. Nous ne pouvons pas cautionner la continuité du mensonge, des irrégularités et de la fraude qui nous a empêchés d'arriver au second tour. C'est donc aux Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme ils le souhaitent au second tour de l'élection présidentielle. Classé en 4e position sur 24 candidats, avec un score de 7,39%, Cheikh Modibo Diarra, refusant également les résultats du premier tour, ne donne pas de consigne de vote pour le second. Lui a obtenu 0,54% des voix. Dr Amadoun Touré est à sa première participation de la présidentielle, porte-étendard de l'Alliance Kaïra. Il entend donner des consignes de vote seulement après avoir consulté sa base. Ne pas donner de consignes aussi est un choix, c'est un mauvais choix. Comme je le disais, ne pas faire de la politique aussi est une politique, mais c'est une mauvaise politique. C'est quelqu'un d'autre qui fera le choix à votre place. Et donc nous allons donner les consignes nécessaires. Et pour cela, je suis en train de débattre avec mon équipe de campagne et aussi nous le débattrons avec les différents candidats pour que certaines de nos idées soient maintenues dans le processus de mise en œuvre du pays. Nous ferons notre choix selon cette base-là et la porte n'est pas fermée du tout. Le 12 août prochain, Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, favoris du premier tour de la présidentielle, connaîtront leur sort dans la course pour Koulouba. Le reste de l'actualité dans le monde nous mène aux États-Unis et au Yémen, mais avant, faisons une escale en Guinée en compagnie d'Herman Guivé. Signature en Guinée d'un accord qui vient mettre fin à 6 mois de crise. Cet accord signé entre une délégation du pouvoir et celle de l'opposition indique la prise de la mairie de Kindia par l'opposition de Doubreka et Doubreka pour le pouvoir. L'UFDG désignera les maires de 7 communes rurales, les chefs de quartier et de district dans 26 localités. Plusieurs personnes ont perdu la vie suite aux manifestations de contestation des résultats officiels des élections locales du 4 février. D'ici 2 ans, les États-Unis projettent la mise en service de la force de l'espace. La Space Force fonctionnera à part entière dans le domaine spatial, jusque-là contrôlée principalement par l'US Air Force. Le Congrès américain décidera de la validation de l'ambition de la Maison-Blanche. C'est une enquête rapide, indépendante et approfondie que réclament les Nations Unies et les États-Unis face à l'assassinat de 29 enfants de la ville de Dayan. Ces enfants se trouvaient à bord d'un bus lorsque le véhicule a été la cible d'une frappe aérienne. La région de Saada où a eu lieu cette frappe aérienne est le fief des rebelles Houthis, combattus par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui soutient le pouvoir du président Abdrabbuh Mansour Hadi.
C'est la fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À demain, même heure.